Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Et voici les titres. 1994-2014, voilà 20 ans que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, a été créée. Pour célébrer cet anniversaire, les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays membres se sont retrouvés à Ouagadougou, Burkina Faso, ce lundi 20 octobre pour évaluer le parcours de l'institution. Au Nigeria, le cessez-le-feu avec Boko Haram annoncé par les autorités ce vendredi est depuis ce week-end sérieusement remis en cause. Et plusieurs attaques meurtrières ont en effet été perpétrées ces 2 derniers jours par de présumés combattants du groupe terroriste dans l'extrême nord du pays, des violences qui ne rassurent pas du tout les populations. Et puis rencontre avec de jeunes amateurs de kung-fu en fin d'édition, des jeunes Ougandais qui s'adonnent à la pratique des arts martiaux dans la banlieue de Kampala, des performances dont les réalisateurs raffolent. Mais tout d'abord, verdict dans l'affaire Oscar Pistorius. L'athlète olympique sud-africain a été reconnu coupable d'homicide involontaire sur sa compagne Riva Steenkamp. Il écope pour ce chef d'accusation de 5 ans de prison ferme. Le procureur avait requis 10 ans de prison ferme contre le champion d'athlétisme paralympique de 27 ans. La défense avait demandé quant à elle une peine d'arrêt domiciliaire assortie de travail d'intérêt général. Proposition rejetée par la juge qui l'a condamné également à 3 ans de prison avec sursis pour port d'armes cette fois-ci. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, a célébré son 20e anniversaire ce lundi 20 octobre à Ouagadougou, capitale burkinabé. L'institution, qui regroupe 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, est un espace d'une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés, avec plus de 100 millions d'habitants, soit 30% de la population de la sous-région. L'institution, depuis sa création, a concrétisé de nombreux projets, dont l'adoption de politiques communes dans les secteurs agricoles, industriels, miniers, énergétiques et environnementaux. Retour sur 20 ans d'actions menées en faveur du continent, avec notre correspondant Wandiam Valentin Compaoré. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, célèbre ses 20 ans. En effet, c'est sous le thème « L'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire » que l'espace communautaire créé à Dakar a commémoré ces 2 décennies de vie ce lundi 20 octobre à Ouagadougou au Burkina Faso. 2 décennies au cours desquelles, selon ses responsables, des acquis ont été engrangés. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA. Des réalisations faites au profit des populations de l'espace. L'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui en font aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent. C'est ainsi qu'un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité organise la conduite de nos politiques macroéconomiques. L'union douanière est acquise avec la libéralisation des échanges intercommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. Des politiques et programmes communs ont été adoptés et sont développés dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, des mines, de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, des transports, pour ne citer que cela. Malgré les efforts consentis, des défis restent à relever. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA. Des réalisations faites au profit des populations de l'espace stabilité économique des 8 pays membres. Une attention soutenue doit être accordée à la mise en œuvre du chantier commun, paix et sécurité, en réponse aux diverses menaces qui brident nos efforts de développement et qui se posent en termes de montée du terrorisme, des extrémismes religieux, de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Nous devons nous investir pleinement dans ce chantier afin de créer un espace de paix et de sécurité, de stabilité institutionnelle et politique dans notre sous-région ouest-africaine et sur le continent en général. Créé le 10 janvier 1994, l'UEMOA, c'est un espace de plus de 3 millions de kilomètres carrés pour une population de près de 100 millions d'habitants. Notons cependant que la libre circulation, qui est un levier de développement, n'est pas effective dans l'espace.
Et dans le reste de l'actualité, au Soudan, le parti au pouvoir, le Parti national du Congrès, a proposé ce lundi le président Omar el-Béchir comme candidat éventuel à l'élection présidentielle d'avril 2015. C'est en effet le numéro 1 du Parti national du Congrès qui jouit du droit de se présenter à l'élection présidentielle. Et sur les 10 candidats à la présidence du parti, 5 ont été retenus, dont le président soudanais. Le Rebranding Africa Forum qui s'est tenu à Bruxelles ce 18 octobre visait à accélérer l'émergence de l'Afrique à travers les propositions et solutions des acteurs du continent. Parmi ces propositions, la dynamisation de l'intégration régionale, seule voie pour renforcer la croissance économique du continent, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations. Et les avantages liés à l'intégration régionale sont bien connus et un grand nombre de cadres juridiques ont été mis en place en ce sens. Il s'agit donc aujourd'hui d'accélérer ce processus. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. L'intégration sous-régionale est-elle la panacée pour résoudre les maux de l'Afrique? S'il est difficile de répondre à cette interrogation par l'affirmative de prime abord, on peut néanmoins confirmer que l'intégration sous-régionale est une véritable nécessité pour réaliser l'émergence de l'Afrique. Je me suis surtout livré à une certaine apologie de l'intégration régionale qui offre de meilleures perspectives économiques en termes d'investissement, de production, d'échange, de mobilité des facteurs et d'amélioration de la compétitivité. La vraie question à présent, c'est comment maximiser les effets positifs de l'intégration régionale sur le développement de l'Afrique. Comment en assurer la participation et l'implication de toutes les filles et fils de ce grand continent. L'Afrique vise à atteindre l'émergence et cette dernière sera difficilement réalisable sans un leadership. Un leadership aujourd'hui mis à mal car il est encore victime d'une balkanisation du continent et de l'ancien système colonial qui freine le développement du continent. Intégration sous-régionale, une nécessité. Une nécessité pourquoi? Parce que d'une part, il s'agit de liquider enfin le legs colonial. Le legs colonial qui a concouru depuis précisément le lancement de l'aventure coloniale à faire du continent un réservoir de captation et surtout de l'administration de la rente. Et ceci par rapport à un continent qui est morcelé avec 54 pays. Mais de l'avis de nombreux observateurs, l'intégration sous-régionale est un processus long qui demande la conjugaison de plusieurs facteurs, dont un qui est le fondateur de tout projet sociétal et économique, la paix. La condition première pour faire l'intégration, c'est d'abord la paix. Je crois que ça a été dit par tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, qui est le cœur de l'Union européenne. Quand on voit à travers combien de guerres l'Europe est partie, et aujourd'hui, la garantie de paix, la dividende de l'intégration européenne, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une paix durable. Ça fait 50 ans où on voit dans ces pays qu'il y a ça. Cependant, l'intégration continentale ne sera possible qu'à condition que les communautés sous-régionales se renforcent et que les institutions qui résistent leur fonctionnement se dotent de mécanismes plus intégrateurs auxquels adhèrent les États membres avec l'ensemble des populations locales. Le gouvernement nigérian a annoncé ce 17 octobre un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram qui prévoyait notamment la libération des 217 jeunes lycéennes toujours retenues en otage. Mais les violences de ce week-end attribuées à de présumés combattants du groupe terroriste ont remis en question la crédibilité de cet accord. Aujourd'hui, la population est partagée entre doute et espoir. Hanan Farou. L'accord de cessez-le-feu avec Boko Haram fait la une de la presse nigérienne ce lundi. Annoncé ce vendredi par le chef d'état-major de l'armée et le premier secrétaire de la présidence nigériane, la réalité d'un compromis avec les insurgés ne convainc pas dans les rues de Lagos. Comment être sûr que ces gens vont vraiment appliquer le cessez-le-feu? Comment leur faire confiance? Nous ne connaissons pas les détails de l'accord. Pourquoi ne pas les donner? Qu'ont-ils négocié? Les conditions de l'accord entre les autorités nigérianes et Boko Haram restent inconnues. On sait que pour le moment, aucun accord n'a encore été conclu pour la libération des plus de 200 lycéennes kidnappées il y a 6 mois. Pour le reste des négociations, les autorités restent évasives. Les discussions concernent essentiellement l'insécurité générale dans le nord-est et aussi la nécessité de sauver tous les captifs des terroristes, y compris les lycéennes de Chibok.
En dépit de l'accord annoncé par le Nigeria, les violences se poursuivent. Ce week-end, une attaque sur une route de l'État de Borno aurait fait 8 morts. Une trentaine de personnes auraient également été tuées lors d'un raid sur un village. Des informations difficiles à vérifier en raison de l'instauration de l'état d'urgence dans le nord-est du pays. Ce dimanche, des responsables de l'armée et des services de sécurité nigérians ont émis des doutes sur la réalité de ces attaques de Boko Haram. Wakaliga, une banlieue de la capitale ougandaise Kampala. Ici, plusieurs enfants sont formés aux arts martiaux. Techniques de combat, force, souplesse et aussi maîtrise de soi, l'art martial combine performance physique et mentale. Et ici à Kampala, au-delà d'apprendre le kung-fu, ces amateurs s'entraînent aussi à devenir acteurs. Les cinéastes ougandais font en effet de plus en plus appel à ces enfants pour jouer dans leurs films. Hanan Faro. On les appelle les étoiles de Wakaliwood. Ces enfants ougandais ont entre 4 et 9 ans. Disciples des arts martiaux, ils s'entraînent avec un objectif bien précis. Mon rêve est d'être une star de cinéma quand je serai grande. J'ai déjà joué dans un film où j'ai utilisé mes compétences en kung-fu. Les arts martiaux aident les enfants de deux manières. À agir dans les films d'action d'abord, cela a aussi un impact sur leur discipline lorsqu'ils vaquent à leurs occupations normales. Certains de ces petits as des arts martiaux ont déjà fait des apparitions dans des films locaux. L'idée d'apprendre le kung-fu aux enfants a germé du côté de l'industrie cinématographique communément appelée Ougawood, une manière d'impliquer les enfants dans le 7e art. J'ai l'impression que si j'entraîne ces enfants, je leur apprends à agir. Cela aidera aussi l'industrie à se développer. C'est ce qui manque dans ce secteur. Face à la caméra, les disciples en herbe du kung-fu s'adonnent à l'attaque et à la défense, un exercice d'éveil corporel qui forme également à la maîtrise de soi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info.